12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, 2 critiques pour 3 livres, mais pas n'importe lesquels. Alors oui, je parle bien de vous deux, chers critiques, mais aussi de ces textes, car aujourd'hui, nous allons parler de poésie, uniquement de poésie et de rien d'autre. Et pour en parler, nous accueillons Anne Dugin. Bonjour Anne. Bonjour. Rédactrice en chef de la revue Esprit. À vos côtés, Romain Debec-Delièvre. Bonjour Romain. Bonjour. Producteur sur France Culture. Soyez les bienvenus dans les Midis de Culture. Et on commence avec le recueil Le temps est une mer d'Ocean Vuong, paru chez Gallimard. Légende américaine. Donc j'étais en bagnole, avec mon vieux. Le jour envolé, à part la brume cobalt qui se refermait sur nous. On était en route pour tuer notre chienne, Suzanne. Enfin, on devait l'emmener à la clinique pour la faire piquer. Un meurtre ou peut-être qu'il voulait dire la planter en terre. Même si je savais que Suzanne serait brûlée dans l'incinérateur à l'arrière. Flocons de fumée, petit caniche fantôme. Où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, la bagnole, la pluie. La légende du bonheur et de la peine. Un carambolage, des commandes Amazon, le bruit des emballages de seringues, de la neige, la guerre au Vietnam, une mer qui disparaît et des champs de maïs. On rembobine, on fait des sauts de ligne et voilà qu'on obtient ce livre, Le temps est une mer, 2e recueil du prodige de la poésie américaine Ocean Vuong. 34 ans, un roman et 2 recueils, déjà couronnés par le succès et des prix prestigieux, dont le T.S. Eliot en 2017. Doit-on céder à la vague d'Ocean? Romain Debec-Delièvre. Oh là là. Absolument. Écoutez, j'ai une plume. Hein. Oui, j'ai absolument moi cédé à la vague d'Ocean. Oui, c'est un espèce de petit prodige. Enfin, en tout cas, il est présenté comme tel de la littérature des lettres américaines. Le temps est une mer, c'est un recueil que j'ai trouvé globalement sublime, avec une poésie très matérielle, très diverse, qui mélange plusieurs formes. Donc, il y a de la prose, il y a du vers dans des formes différentes. C'est articulé autour d'une figure qui est donc la figure de la mère, qui est dans le titre, qui est donc la propre mère d'Ocean Vuong, qui donc est décédée, et ça emprunte le chemin du tombeau pour la mère, ce qui est la forme poétique un peu classique. Mais ça la déplace à énormément d'endroits, c'est-à-dire il y a des poésies adressées. C'est une poésie qui est beaucoup adressée, en fait. Un peu comme des lettres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a un poème qui s'appelle Chère Rose, qui est l'avant-dernier poème que je trouve moi vraiment le clou de ce recueil-là, qui est absolument magnifique, qui est donc adressé à sa mère, tout en imaginant est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle entend, et donc il y a toute une assignation de l'écriture qui est très très étonnante, et de l'écriture du poème elle-même. Il y a une lettre adressée à une de ses nièces qui s'appelle Sarah, qui a 7 ans, qui est magnifique, et à Peter, qui est aussi un des dédicataires du poème. Qui est son compagnon, je crois. Oui, je crois. Voilà. Anne Dugin, vous aussi, vous avez été emportée par le sublime d'Ocean Vuong. Un peu moins. Allez-y. Je dois dire. Effectivement, je pense c'est peut-être justement pas ça qu'il faut faire, mais quand on le lit aujourd'hui, on ne peut que le lire avec cette aura qui a déjà traversé l'Atlantique et de ce prodige qui a été accroché à la liste des best-sellers du New York Times pendant des semaines. On peut ne pas le savoir aussi. On peut absolument ne pas le savoir, mais aujourd'hui, je pense que voilà, quand on se renseigne un peu sur qui il est, il est pas simple aujourd'hui, en tout cas, d'avoir un avis un petit peu dissonant. Je dirais pas que c'est mon cas, mais je dirais en tout cas que je trouve que dans son premier recueil, qui s'appelait Ciel de nuit blessé par balle et qui était paru chez Mémoires d'Encrier, qui date de 2016, qui a été traduit plus tard en France. Qui a été traduit assez vite en fait, en 2017, preuve qu'il avait assez vite repéré. Il y avait une fraîcheur, il y avait justement cette puissance d'évocation, cette vague très lyrique, peut-être qu'on y reviendra sur la question du lyrisme qui fonctionnait. Ça avait toutes les qualités, peut-être un peu des défauts, mais surtout toutes les qualités d'un premier recueil. Et là, moi, j'ai le sentiment qu'il refait le premier recueil avec toujours ses qualités, mais je l'attendais un peu plus. Je l'attendais un peu plus nette, je l'attendais un peu plus ferme. En fait, pour le dire très simplement, vous l'avez souligné, Romain, il y a une très grande diversité formelle dans ce recueil. Je pense que ça fait partie de ce qui est agréable à lire. Ce qui veut dire qu'on a autant en fait des poèmes très courts, voilà, des textes adressés, de la prose, du travail sur l'espace. De travail sur l'espace sur la page, effectivement. Ouais. Des poèmes en vers très hachés qui miment le souffle court, parfois même le bégaiement, et puis d'autres au contraire qui sont toujours en vers, mais qui empruntent la forme du verset. Beaucoup plus incantatoire.
et puis de la prose, vous l'avez dit. Mais on a le sentiment, à le lire, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, que la forme justement est une question très secondaire pour lui. Et d'ailleurs il s'en explique souvent, c'est-à-dire que le flux émotionnel prend complètement le dessus. Le flux émotionnel aussi qui impose un matériau biographique très lourd, celui de l'exil, celui des bas-fonds sordides, celui de la drogue, celui de la maman illettrée qui travaillait comme manucure dans un salon, et qui, je trouve, a cette puissance de sidération du lecteur, mais qui s'impose à lui, je trouve, sans le rejoindre dans une forme. Vous voulez dire qu'en fait, presque il écrit malgré lui et qu'en fait, il n'a pas travaillé ses textes? Alors, je dirais évidemment pas ça, mais non, en tout ça cas, a surgi et qui s'est pas foulé. je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment dompté dans ce flux, et il me semble que c'est vraiment une grosse limite du recueil, un peu au risque de la débandade. Et je dirais juste, alors on le sait, depuis Baudelaire, le poème doit inventer sa forme, c'est le manifeste de la modernité, mais encore faut-il inventer une forme. Et là, moi, je trouve qu'elle manque, qu'elle est insuffisamment solide, qu'elle est insuffisamment nouée. Et qu'est-ce qui reste en réalité quand on derrière cet écran de ce biographique si fort, si dur, etc. Il reste les thèmes les plus éculés de la poésie lyrique, à savoir la douleur, la mort. Oh, mais alors ça, l'amour. Alors là, Anne Dugent, là, moi je vous trouve trop dur. Et c'est des thèmes éculés, mais partout dans le monde. C'est-à-dire l'amour, la mort, l'absence, l'addiction, la dépression. Qui retrouve une force et dont qu'on a besoin de continuer à évoquer. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait pas le faire, mais qui retrouve une forme une force dès lors qu'ils ont une forme. En fait, là, pour moi, elle me manque. Un petit peu cliché. Oui, il y a peut-être ces choses-là, oui, donc les thèmes un peu éculés de la mort, etc. Mais bon, quoique on soit encore sujet à ce type d'événement. Mais ce que j'ai aimé formellement, moi, il y a quand même des inventions formelles qui sont assez géniales. Il y a un poème qui rembobine, où il y a une vidéo. Génial. Extraordinaire. Donc, il regarde une image qui est extrêmement mystérieuse. On ne sait plus exactement d'ailleurs de qui il parle. Il y a une espèce de mystère qui traîne comme ça. Et c'est des images qui rembobinent. C'est-à-dire qu'on voit des gens boire à l'envers. Et ça va jusqu'à très loin. Se droguer à l'envers, aller signer à l'envers. La drogue re-rentre dans la seringue. Les tanks repartent d'Irak. Enfin, c'est une espèce les arbres, les livres redeviennent des arbres. Enfin, une espèce d'image complètement hallucinante comme ça. Et moi, ce que j'ai aimé, au-delà de ça, du lyrisme qui est bien sûr omniprésent. Il y a un jeu qui évoque, qui parle, qui s'adresse, qui pleure aussi. La question des pleurs est vraiment très très centrale, ça revient beaucoup, les larmes. C'est que c'est aussi une poésie matérielle, c'est-à-dire il y a la cuisine à un moment, on le voit faire une omelette, il y a la question de la neige, qui est quand même un des thèmes aussi éculés de la poésie, mais qui, là, je trouve, est redistribué dans un agencement qui est très très beau. Et puis il y a cette liste Amazon d'achat sur Amazon. Là, c'est très matériel aussi. C'est un poème, donc on a la liste d'achats Amazon de la mère, donc d'Ocean Vuong, et on voit tous les objets qu'elle achète, et notamment des médicaments qui reviennent assez fréquemment. Et il y a une espèce de manière, de poésie inventaire et de multiplier les formes différentes pour pouvoir évoquer cette figure-là de la mère. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça a assigné aussi à l'écriture une matérialité. Il y a tout ce poème qui est adressé à Sarah, donc sa nièce, où il compare l'écriture à des fourmis sur une page blanche. Et ça, je trouvais ça hyper beau. Enfin, il y a vraiment des réseaux d'images comme ça qui sont véhiculés. Et les fourmis reviennent aussi. La fourmi désigne aussi la lignée familiale. Enfin, j'ai trouvé que le réseau poétique était cohérent, construit, et il vibrait aussi beaucoup. Enfin, du coup, j'ai vibré avec lui. Moi, ce que j'ai trouvé frappant, c'est que ça parle tout de suite. Pour, par exemple, quelqu'un qui va pas lire de la poésie régulièrement, c'est des textes dans lesquels on entre facilement. On peut s'y retrouver. Effectivement, le côté très quotidien, ordinaire, la question de la douleur, qui est aussi quelque chose qui peut être quotidienne. Donc, je trouve en fait qu'il y a une sorte d'accès où Ocean Vuong nous dit la poésie, c'est pour tout le monde. Venez, vous pouvez me suivre, et on peut être touché très vite par le sublime. Anne Dugent. Alors ça, là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Et je pense que c'est d'ailleurs la grande force de la scène poétique américaine aujourd'hui, qui est assez fascinante. Non pas qu'il n'y ait pas de jeunes poètes talentueux et dans lesquels dans la poésie desquels on peut rentrer facilement en France, mais il y a effectivement cette présence sociale, médiatique, physique d'une poésie qui est un langage parmi d'autres, un mode d'accès au monde, un mode de connaissance parmi d'autres. Et à ce titre-là, c'est assez réussi. Moi, je veux dire que mon poème préféré du recueil, en fait, c'est le premier. C'est celui qui ouvre l'ensemble avant la première section, celui
du taureau, qui s'appelle le taureau, si noir que la nuit bleuissait autour de lui. Ça, je trouve ça très beau. Et voilà, on comprend très vite que ce taureau figure la douleur qui le prive de mots. Et tout le chemin du recueil va être de retrouver ces mots et de revenir à la vie, ce qui est le cheminement qui se clôt dans le dernier. Donc oui, c'est un recueil incontestablement accessible, où chacun pourra projeter énormément de choses. Moi, il me convainc pas jusqu'au bout sur la nécessité de sa forme. Et je trouve ça dommage. Et on s'arrêtera là. Il s'appelle Ocean Vuong. Le temps est une mer, paru chez Gallimard, poème traduit de l'anglais par Marguerite Capel. Et notez que vous entendrez Ocean Vuong sur l'antenne de France Culture samedi dans la matinale le 23 septembre. Et on passe à présent à toute autre chose. Et c'est le cas de le dire, car c'est le titre du recueil de Claro. Le chant contrarié du frigo. Le froid est une masse informe que compriment incessamment les parois de ce frigo dont tu peines à déchiffrer le chant. Qui chante? Le froid retenu? Toutes ces denrées périssables dont les molécules, du fond même de leur résistance, crèvent de trouille? Un aliment particulier? Un foie qui se réveille sous sa poche de plastique? 52 textes pour 52 matières, un frigo, on l'a entendu, mais aussi une ampoule, un coussin, une poche de veste, mais aussi le frisson, la frappe ou le vertige. Le poète Claro, traducteur et romancier qui, je cite, en a fini avec le cycle de ses fictions, se lance ici dans la prose du quotidien. Alors évidemment, on pense à la poésie matérielle de Francis Ponge et à son parti pris des choses, faites de cruches, de pommes de terre et de serviettes éponges, mais ici en version sombre, inquiète et étrange, de quoi s'effrayer effectivement en entendant le clac d'une porte qui se referme dans son appartement. Est-ce que c'est votre cas après la lecture de ce recueil, Anne Dugin ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce recueil pour un ensemble de raisons. Alors, vous avez dit 2 mots de son parcours biographique. Moi, il y a un aspect qui m'est tout à fait sympathique dans ce parcours biographique et qui est intéressant ici, je pense, c'est que il fait partie de ces poètes qui sont venus tard à la poésie. Et qui donc vont à rebours d'un parcours ou d'une façon un peu cliché de regarder la question, où la poésie c'est l'adolescence du langage en fait. Et puis quand on est quelqu'un de sérieux, on fait des romans, on écrit des romans et puis même des essais, etc. Et lui fait le cheminement finalement inverse. Et il est très clair sur le fait qu'il a été au bout de quelque chose dans son exploration du roman. Et ça, c'est assez stimulant, je trouve. Et on voit cette qualité de quelqu'un qui bon là, c'est en prose. Il avait écrit un recueil Animal errant, retour d'abattoir chez Flammarion, qui est sorti il y a très peu de temps. En janvier. Cette fois-ci en vers, voilà. Là, il est en prose et on sent toute la hardiesse du romancier qui découpe dans les blocs de réel, qui va franchement, qui n'a pas peur, mais où sa puissance d'attention aux choses n'a d'égal que sa puissance d'attention aux mots. Et dans les deux, je trouve que là, il tient un équilibre que beaucoup d'écrivains, il me semble, manquent. Et alors, vous avez évoqué Ponge, et on peut pas ne pas y penser. Je trouve qu'il se distingue de Ponge sur deux aspects essentiels. Le premier, c'est que il introduit d'emblée ces objets il s'introduit lui dans la relation qu'il a avec ces objets ou ces animaux ou ces sensations, comme vous l'avez dit. Donc on n'est plus du tout dans l'extériorité qui était celle de Francis Ponge. Et le deuxième aspect qui me paraît intéressant, c'est que ce réel, ce qui nous entoure là, est toujours sur le point de s'ensauvager. C'est-à-dire que le rapport qu'on a avec cet entourage, il est trouble, il est d'emblée trouble. C'est la bûche qui se rebelle quand on essaye de la casser. Voilà, c'est le savon qui vous fait croire à l'absolution possible de tout, alors que pas du tout. C'est l'hésitation. C'est la cire de la bougie aussi, qui est presque du sperme qui nous nargue. Voilà, c'est l'hésitation qui se transforme. Ça, c'est un des plus beaux qui se transforme en balancier, dont la faux vient finalement vous étêter. Le réel est ensauvagé et le langage l'est aussi. Ça, c'est une dimension qui est très forte dans le travail de Claro, je crois. Le texte, il le pense vraiment à sa puissance, vous emmène quelque part, et tout l'enjeu, c'est de lui tenir les brides bien serrées pour pouvoir le suivre. Romain de Bec-de-Lièvre. Oui, j'ai été aussi vraiment séduit par cette écriture-là, donc qui est très dense, qui s'attache aux objets, à la matière. C'est des textes assez compacts, quand même, faut le dire, donc tout est resserré. Moins d'une page. Moins d'une page à chaque fois. Mais oui, donc on compare évidemment à Francis Ponge, mais la comparaison s'arrête assez vite. Après, ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'ils se confrontent aux mêmes objets. Il y a le savon, qui est un texte que j'adore de Francis Ponge, où il a écrit sur des années, il revient sur le savon. Et machin. Là, chez Claro, c'est une seule page, et il y a la porte aussi.
Oui, j'aime bien, sauf qu'à la différence de Francis Ponge, il tire vraiment les objets et le monde matériel vers la question de la vanité. C'est-à-dire, à un moment, il y a un crâne qui apparaît à la fin d'un poème. Et il y a Sur le vraiment coussin, je crois. C'est le coussin. Voilà, quand la tête s'enfonce dans le coussin et qu'en fait, on ne devient plus seulement qu'un crâne, en fait. Mais alors, en vous écoutant, j'ai quand même envie de vous demander comment on ressort de cette lecture, parce qu'on parle de choses rondes, de choses étranges. On ressort bousculé. On ressort, oui, c'est une certaine manière pour lui de ramener l'étrange dans le familier, c'est-à-dire le coussin qui est normalement le lieu du repos. Il y a le lit aussi, il y a l'idée que le lit, c'est le lit qui nous fait, et c'est pas nous qui faisons le lit. Il y a toujours ces retournements comme ça des objets. Il y a un moment sur la bûche, il dit nature 1, homme 0. Il y a quand même ce truc de vouloir ramener l'humanité aussi à son espèce de vanité. Enfin, il y a une entreprise en final assez classique, enfin assez baroque en fait, de rappeler la vanité des choses et une certaine manière de voir dans le monde objectif quelque chose d'une violence face aux vivants que nous sommes, en fait. Et de rabaisser d'où aussi l'ensauvagement ou la sauvagerie qui serait dans ces objets. Mais je sens, Romain, qu'il y a un petit mais en fond. Il y a un petit mais, exactement. Il y a une petite... Pour moi, ça avoisine quand même parfois l'exercice de style, et j'ai trouvé que cette tonalité aussi morbide qu'on retrouve à chaque fois était au final un peu... Alors pas de la posture complètement, mais parce qu'on sent que c'est aussi travaillé par des choses assez noires. Il y a le ventre à un moment où il y a la question du crabe qui apparaît, enfin donc la question de la maladie en dessous. Mais j'y ai vu une espèce de répétition, en tout cas dans de monotonalité qui se répétait un petit peu presque une d'un poème mécanique, en fait. Et d'un texte à l'autre. Après, je trouve ça toujours intéressant en ces temps où on glorifie un peu le vivant sous tous ses rapports, etc., de revenir à l'objet et qu'est-ce que c'est l'objet et notre position nous face à ça. Sur cette dimension un petit peu répétitive ou mécanique, Anne Dugin, du texte de Claro, où effectivement, c'est l'idée d'un inventaire, d'être un petit peu répétitive. Oui. Est-ce que c'est pas une limite ? Il y a un petit côté dispositif en fait, procédé finalement comme dans un certain nombre de recueils ou de livres de façon générale. Bon, il est relativement court, il est même assez court ce livre. Moi, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas spécialement gêné. En tout cas, pas plus que ça m'aurait gêné chez un Ponge, par exemple. Mais justement, donc on a beaucoup parlé de Ponge, mais c'est Kafka qui le place en exergue. Et il cite ce mot très connu, extrait des carnets de Kafka, dans ta lutte entre toi et le monde, seconde le monde. Et là, on retrouve ce qui, je crois, fait cette tonalité un peu générale du recueil, cette possibilité de la métamorphose que le monde n'est pas donné une fois pour toutes et l'homme extérieur à lui, il peut se métamorphoser sur notre dos, il peut se métamorphoser contre nous. Il peut prendre le dessus, en fait. Voilà, et donc... là, moi, je trouve que il ouvre un espace qui est celui de la poésie comme espace sensible où les rapports avec le monde se réagencent et le langage est là pour le dire. Un monde qu'on ne peut plus regarder comme extérieur à l'homme dont l'homme serait finalement maître et possesseur. Et ça, je le trouve assez convaincant dans cette manière de nous dire ça, de nous déplacer nous-mêmes dans notre rapport au monde. Le recueil s'appelle Tout autre chose. Il est signé Claro et il est disponible aux éditions Nous. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Jamais 203, dernier titre à débattre ce midi. Luba Jürgensen pour Sortir de chez soi. Sortir de chez soi. Voir que l'arbre coupé l'an dernier a regagné sa place. Intact dans les replis de l'écorce, un clou que quelqu'un avait planté pour accrocher un écriteau ou pour y suspendre son manteau parce que le printemps avait soudainement éclos. Sortir de chez soi, c'est pour l'écrivaine et traductrice Luba Jürgensen aller de sa langue maternelle, le russe, à sa langue d'adoption, le français. Un mouvement a priori contre-intuitif pour un travail de traduction. Mais cet a priori, Luba Jürgensen le démine dans ce livre qui n'est pas à proprement parler un recueil de poésie. Ce livre qui d'ailleurs s'interroge à travers des fragments, des réflexions sur les sons, les lettres et les rimes, sur ce qu'est un proprement parlé. Alors est-ce que vous avez goûté à ces promenades d'une langue à l'autre, Anne Dugin ? Oh oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce texte, qui est effectivement très difficile à définir. Elle évoque la figure du rêve, qui a laissé plein de fragments en elle, et finalement elle avoue à la fin du texte que, après s'être beaucoup interrogée sur comment donner une cohérence à tout ça, et bien finalement il fallait peut-être mieux assumer cette promenade, et ça fonctionne.
Ce que je trouve formidable dans ce texte, c'est qu'elle nous restitue finalement un rapport à la langue comme expérience physique. D'abord éprouvée comme enfant, elle s'ouvre sur le texte s'ouvre sur l'enfance, sur son rapport à sa grand-mère, sur l'apprentissage de la langue, et de ce moment. Et ça, je pense que c'est toujours très important de le réévoquer quand on parle de poésie, de ce moment où nommer, c'est faire exister, nommer, c'est faire surgir le réel, avec une puissance qui n'est pas seulement une puissance d'évocation, qui est une puissance de création, d'où le rapport un peu sidéré de l'enfant à des expressions comme ton écriture patte de mouche. Et non, pas du tout. Mon écriture a des pattes de loup. Et donc, on voit comment elle est rentrée dans ce rapport très physique à la langue, qu'une langue, ça s'habite, que ça se quitte également. Et ce cheminement dans la langue, avec la langue, elle nous le fait passer de son expérience d'enfant à son expérience de traductrice. Et puis au passage, son expérience d'écolière qui apprend le français, comment les pronoms, le tu, le on, tout ça n'a rien à voir, c'est très compliqué, le tu en français, le on en russe et inversement. La concordance des temps, il y a un passage très savoureux sur la concordance des temps en français, qui est quand même une chose un tout petit peu insensée. Et comment voilà, elle se déversait d'une langue à l'autre, et de la découverte de cette possibilité-là est devenue finalement une orientation de toute sa vie qu'elle n'a cessé de poursuivre. Romain de Becdelève, justement, sur ce rapport entre la traduction et le corps, il faut quand même parler de ces pages incroyables sur ces promenades où en fait elle va traduire des poèmes. Quand elle bute sur un poème, elle va marcher dans la ville et elle va visualiser ces poèmes dans des grilles de platanes ou dans des caniveaux. Ouais, on rentre vraiment dans l'atelier avec ce livre, dans l'atelier de la traduction de la poésie, qui est une des traductions les plus difficiles qui soit, et de la poésie russe notamment, avec des codes qui sont très très différents. Et oui, il y a ces épisodes-là où elle explique que pour elle, la traduction est une physique, c'est-à-dire que le tel mot du poème va être associé à telle promenade, à tel lieu, à telle plaque, à tel objet. Mais la réflexion de départ, qui est assez passionnante, c'est l'idée que donc sa langue maternelle était le russe. Et elle n'avait pas de langue paternelle. Et donc, c'est une réflexion que je m'étais jamais faite, mais c'est l'idée que souvent, quand on traduit vers sa langue maternelle. Et là, elle traduit depuis sa langue maternelle vers l'étranger. Donc le truc est retourné. Et le elle livre, sort d'elle-même. Elle sort d'elle-même. Donc c'est toujours sortir de chez soi pour elle. C'est pas du tout un truc de l'ordre de l'intime, même s'il y a des questions intimes qui sont là, mais c'est toujours un mouvement vers l'extérieur. Et ce mouvement vers l'extérieur est vraiment passionnant parce que ça assigne aussi à la poésie quelque chose qui est de l'ordre du grand dehors, quoi. Et ce renversement-là est une figure qu'on va retrouver tout au long du recueil. Il y a un poème notamment qui est magnifique d'un poète qui s'appelle Vladislav Rodasevich, que je connaissais pas, où c'est quelqu'un qui tombe par une fenêtre et donc où le monde est perçu complètement à l'envers. Et il y a ces retournements-là qui sont vraiment passionnants. C'est un texte extraordinairement dense où il y a des pistes de réflexion à chaque fois. On a envie de tout souligner. Ouais, c'est ça. Il faut dire quand même que dans ce texte, Luba Jurgenson nous dit en fait, se pose des questions pour bien traduire ce poème. Mais est-ce qu'on se suicide plus le soir ou le matin? Parce qu'il faudrait rendre l'idée qu'il fait nuit. Mais est-ce qu'il fait nuit parce que c'est l'aube ou parce que c'est le crépuscule? Et donc, l'idée quand même qu'elles doivent se figurer ça physiquement est assez incroyable. Oui, on rentre vraiment dans la fabrique du poème et du sens et de rentrer dans toutes ces choses. Il y a un moment sur les voyelles aussi qui est passionnante, c'est-à-dire le O est la voyelle la plus fréquente en russe. C'est-à-dire que par exemple dans la traduction de la disparition de Pérec, c'est pas le E mais c'est le O qu'on a enlevé. Et elle pose cette question de comment on traduit les voyelles aussi. Il y a des intuitions comme ça, des pistes de réflexion qu'elle ouvre dans tous les sens. Il y a la question du plaisir de la lecture aussi, de la mort liée à la lecture. Elle raconte cette anecdote où André Chénier, le poète du XVIIIe siècle, juste avant d'aller à l'échafaud, a lu un recueil de poèmes de les tragédies de Sophocle, je crois. Et il corne la page juste avant d'aller mourir. Et il met le livre dans sa poche. C'est vrai que c'est quand même un texte sur la traduction, mais qui, je trouve, ne tombe pas du tout dans les poncifs sur la traduction qu'on entend tout le temps, soit sous forme trop théorique, soit sur le fameux traduire, c'est trahir. Elle part même pas de ça. Elle ne prononce jamais cette phrase, pas une seule fois le mot trahison. C'est quand même un petit peu à la fois étonnant, mais en même temps rafraîchissant, si je puis dire, Anne Dugin. Oui, comme si elle n'avait pas besoin finalement de ce passage par les questionnements obligés autour de ces questions. Vous avez évoqué, Géraldine, ce passage qui, moi, est vraiment mon préféré de tout le texte, où pendant le premier confinement, elle fait sa promenade quotidienne et elle a un poème d'Ossip Mandelstam dans la tête et elle essaye de le traduire. Et là, je la cite rapidement, elle dit « Premier mouvement,
faire comme si le poème existait déjà en français, le demander aux façades, aux arbres, aux arbustes du square René Le Gall. Et derrière cette phrase surgit finalement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir que une langue est un monde. Et donc, traduire un poème du russe vers le français, elle est en France, elle est oui, c'est presque René Le Gall. Le traduire d'une ville russe à une ville française. Voilà, c'est d'abord voir comment les façades répondent, comment la grille des arbres entend ce poème en russe pour se l'entendre, elle, restituer. Elle parle pas de trahison, c'est vrai. Elle parle de surprendre la langue en train de parler toute seule, la capturer et la réordonner dans la langue que sera la traduction. Et ça, je trouve c'est très stimulant. Et puis, donc, j'aimerais quand même revenir juste très rapidement sur ce passage que vous avez cité, Romain, sur le A et le OU. Elle dit, le A et le OU sont si différents. Le OU est hurlement de loup, ou. C'est le U d'utopie, le nulle part, la négation, l'absurde. On répond aux interminables pourquoi des enfants. Pochemu, bon, je sais pas si je dis bien en russe, parce que cela se termine en ou. Qu'est-ce qui est plus important ici, le son ou le sens? Je n'ai pas de solution. Voilà, ça aussi intéressant parce qu'elle ne donne pas de solution, elle n'a pas d'assertion en fait. Il y a ce désir aussi, à un moment, elle explique qu'un de ses déclics pour traduire, c'était, elle s'est rendue compte que dans un poème, Chopin rimait avec sapin. Oui, c'est une rime riche. C'est ça qui l'a lancé et qu'elle s'est dit, si le français rime, enfin si en russe ça rime, le français rime aussi. Il y a juste cette petite phrase que je voulais citer qui est pas mal en ces temps de rentrée littéraire, c'est l'arrivée d'un nouveau, elle écrit, l'arrivée d'un nouveau texte dans un monde saturé de récits est un pur scandale. Il y a aussi une réflexion sur la publication des livres et quelle place doit avoir le récit qu'on écrit. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que ce texte, c'est de Louba Jurgenson, Sortir de chez soi, disponible aux éditions de la Contre-Allée. J'en profite aussi pour signaler que de Louba Jurgenson sort aussi en même temps, hasard du calendrier, Quand nous nous sommes réveillés, nuit du 24 février 2022, Invasion de l'Ukraine, aux éditions Verdier. Donc merci à vous deux, Anne Dugin et Romain de Bec-de-Lièvre. On peut vous lire respectivement dans la revue Esprit Anne Dugin et Romain de Bec-de-Lièvre. On peut vous écouter sur France Culture. Toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture.